Bien, nous allons commencer cette avant-dernière session du colloque. On va tout d'abord entendre Anne Coignard, qui est docteure de 2011, qui a soutenu une thèse sur lecture romanesque et imagination, le flux de l'expérience subjective et ses marges, dont les travaux portent principalement sur la phénoménologie, et qui est rattachée à l'équipe de recherche Erafis, donc qui est d'ici, de Toulouse. Voilà. Merci Flora. Pour une communication qui s'appelle, après beaucoup d'hésitation, L'amour est-il une institution? Merci. Donc je vais commencer par remercier Flora et Joël Ancel de m'avoir permis de participer à ce colloque. Et je remercie aussi tous les intervenants qui nous ont offert de très belles sollicitations durant les 2 jours et demi qui viennent de s'écouler. Lorsque Flora m'a proposé de participer à ce colloque, j'ai eu l'idée, qui s'est révélée après coup saugrenue, de prendre pour fil conducteur d'une circulation entre Bergson, Jankélévitch et Lévinas le terme d'amour. Celui-ci s'est présenté à ce moment-là, à partir de bribes de souvenirs, comme un mot qui apparaissait bien dans leurs 3 philosophies et qui devait permettre de les articuler. Beaucoup d'optimisme donc au départ. Or, il s'est révélé que la tâche, si enthousiasmante qu'elle soit, a été bien trop ardue et il est un fait que je me suis très probablement égarée en route. Ceci étant, parce qu'il était tout aussi difficile et hasardeux de changer de direction en cours de route, et par fidélité en quelque sorte à la morale par provision que nous préconise Descartes, je vais bien parler de l'amour aujourd'hui et de l'amour en 2 sens, Eros et Agapé. Eros dans un premier temps à partir de Lévinas, et plus précisément du temps et l'autre, puis de totalité et infini, afin de tenter d'aborder le thème du temps, présent comme question dans le titre du colloque. Il s'agira d'apercevoir la temporalisation à partir de la relation érotique. Puis dans une seconde partie, afin de poser la question de la convergence possible ou pas de la notion d'amour chez Bergson, Jankélévitch et Lévinas, j'aborderai l'amour comme agapé. La question là sera la suivante. Peut-on tenter d'identifier la notion d'amour, telle qu'elle se formule chez Bergson et Jankélévitch, à celle de responsabilité pour autrui chez Lévinas? Amour comme agapé et responsabilité pour autrui, jouant le rôle dans l'architecture de leurs pensées éthiques d'un fondement ou d'une condition de possibilité. Je commence donc par cette première partie qui vise à aborder la discontinuité comme condition du temps et pour ce faire à envisager l'éros comme prototype de la relation intersubjective. Dans la préface du temps et l'autre, rééditée en 1979, Lévinas insiste sur l'attachement qu'il porte encore au cheminement effectué dans ses conférences, prononcées en 1946-47. Cheminement dans lequel il s'agit de parvenir à penser autrement le temps, à savoir penser le temps non comme horizon ontologique, soit le temps comme modalité de l'être et corrélativement de la phénoménalisation, mais le temps comme mode de l'au-delà de l'être, qui implique dès lors de penser son engendrement dans la relation à l'autre. Celle-ci se joint en deçà ou au-delà de toute relation intentionnelle, en deçà ou au-delà donc de la marge de la connaissance comme remplissement de l'intention dans le présent vivant. Or, penser le temps lui-même à partir de la relation avec autrui et le penser aussi comme ne naissant pas du présent et de ses modifications, ce sera penser le temps comme discontinuité qui naît de la distance elle-même irréductible entre le moi identifié au présent et identifié dans le présent, c'est le sens du moi comme hypostase, et autrui dont la rencontre est comme l'ouverture à un dehors inassimilable. Temps donc qui vit de tension et d'écart, d'une diachronie insurmontable, ou temps qui lui-même doit se dire diachronie. Dans le temps et l'autre, la relation à autrui, dans l'éros, si elle est centrale pour penser le temps, se livre comme thème néanmoins à l'issue d'un parcours, dans lequel il s'agit d'abord de passer par la mort, par l'inexpérience de la mort, qui est aussi son annonce, dans l'expérience concrète d'un moi souffrant et rivé à sa passivité. En abordant la mort dans son annonce, l'occasion est donnée de se mettre en chemin vers une compréhension de l'avenir authentique, de l'avenir en deçà ou au-delà de ses anticipations, de l'avenir lui-même dans sa discontinuité stricte à l'égard du présent. La mort, qui avant toute anticipation se doit d'abord de s'annoncer, ne relève pas dès lors au sens strict des horizons de l'expérience, mais bien au contraire de ce qui défait la structure phénoménologique même de l'horizon, qui est toujours horizon de sens, sens à venir et ainsi expérience à venir.
Ainsi, de manière propédeutique, pourrait-on dire, prendre en compte l'annonce faite au mois de sa mort permet de commencer de penser la relation à l'avenir comme relation à ce qui échappe à tout regard ou toute anticipation. Cependant, l'avenir, ce n'est pas encore le temps. Or, c'est bien du temps lui-même, dans ces conférences, que nous sommes en quête avec Lévinas. Si pour penser l'avenir, il faut en passer par l'imminence de la mort, pour penser le temps, dans le cheminement que nous propose Lévinas, il faut penser l'amour, Eros. Remarquons cependant que c'est hors de toute rhétorique romantique, hors de toute variation sur le thème de l'amour à la mort, où l'euphonie des termes nous mettrait en chemin d'une parenté d'être ou de sens, que Lévinas, dans le temps et l'autre, dessine un parcours dans lequel, à côté de la mort, c'est l'amour que l'on rencontre. La mort et l'amour, s'ils ouvrent tous les deux le moi ou le présent à ce qui ne se prépare pas en lui, mais l'excède ou vient à son encontre, ne jouent pas le même jeu, même s'ils peuvent d'abord sembler se jouer comme variation sur le même thème, celui de l'avenir. En effet, la question de l'amour intervient pour répondre à un problème décelé à partir de l'annonce de la mort. Si l'annonce de la mort est effraction pour le présent de l'avenir lui-même, cette annonce ne saurait suffire à faire du temps. Ou encore, l'encontre de la mort, annoncée mais pour autant sans lien, sans contact avec le présent, car tout contact serait annihilation du présent lui-même, n'est pas temporalisation. C'est-à-dire que pour rendre compte de la temporalisation, il faut parvenir à penser un contact du présent et de l'avenir, une diachronie comme rencontre du présent et de l'avenir. Selon la méthode proposée ici par Lévinas, il faut trouver une situation concrète dans laquelle la relation à l'altérité ne se joue pas seulement comme défaite du moi, soit une situation dans laquelle le mystère, pour être mystère, peut être, selon le mot de Lévinas, assumé. Si la mort ne peut être regardée en face, selon le mot que je reprends tronqué à La Rochefoucauld, quel événement, lui aussi rupture de tout présent, peut par contre être d'une certaine façon regardé en face. Et c'est ici que nous rencontrons l'amour. Amour qui se dit précisément Eros, amour amoureux, relation érotique, que Lévinas convoque parce qu'il est une autre modalité qui se dit expérience de la relation avec le mystère, où le mystère ce n'est plus la mort dans son annonce, mystère hors moi et hors monde, mais un mystère qui troue le monde en son dedans et peut entrer en contact avec le moi identifié au présent. C'est donc la relation érotique envisagée comme relation du masculin et du féminin qui, ici, doit nous offrir de penser le temps. Dans cette relation, autrui est bien celui qui est différent de moi, dans une différence insurmontable, la différence sexuelle ne relevant pas d'une différence de nos déterminations réciproques. Il est aussi celui avec lequel, dans la caresse, je suis en contact. Contact dans l'éros du moi et d'autrui, qui pour être temps, doit pouvoir se dire contact du présent et de l'avenir. Et la question est alors la suivante, en quoi l'autre aimé peut-il se dire avenir ? Tout d'abord, autrui vient à moi avant que je ne vienne à lui, rompant sur toute initiative et tout commencement, ne surgissant aucunement comme remplissement d'une attente. C'est ainsi que Lévinas souligne que je ne choisis pas l'amour. Je le cite, « L'amour n'est pas une possibilité, il n'est pas dû à notre initiative, il est sans raison, il nous envahit et nous blesse. » Dès lors, parce que l'amour devance toute initiative, c'est aussi autrui en tant qu'aimé qui surgit au-delà de tout horizon. Autrui me devance ou devance le présent que je suis, surgit et se tient face à moi comme écart au présent. La relation érotique se disant dès lors elle-même diachronie. Et en effet, lorsque Lévinas prend pour thème la caresse comme étant exemplaire de ce en quoi consiste la relation érotique, il signifie la caresse comme contact avec ce qui est toujours à venir, attente d'un avenir pur de tout contenu, c'est-à-dire attente sans remplissement possible, ou encore attente qui ne se joue pas comme anticipation, visée intentionnelle, mais attente comme relation à l'avenir dans laquelle celui-ci est maintenu, sans cesse rouvert comme avenir. La question qui motivait la prise en vue de l'amour était comment faire face à l'avenir. Et nous apercevons ici que c'est en faisant face à autrui, dans le contact avec lui, que nous faisons face à l'avenir. Si l'amour est convoqué, c'est donc bien en tant qu'il est, selon les mots repris par Lévinas au Cantique des Cantiques, fort comme la mort. Fort comme la mort, c'est-à-dire qu'il est à même lui aussi d'ouvrir le présent à son avenir, et plus que cela, à un avenir qui ouvre lui-même le temps. Si le temps se manifeste dans ce qu'il est, à même la relation érotique, il se dit donc discontinuité et contact, diachronie en acte, voudrait-on dire, diachronie maintenue comme relation entre moi et autrui,
réfractaire essentiellement à toute fusion ou coïncidence. C'est pourquoi Lévinas peut écrire que le temps, je le cite, « l'empiètement du présent sur l'avenir n'est pas le fait du sujet seul, mais la relation intersubjective ». Avec cette citation, il s'agit bien de penser le temps non pas comme engendré dans la relation intersubjective, comme une de ses modalités, mais comme la relation intersubjective elle-même. Le temps, la temporalisation, l'ouverture du temps pour le moi, c'est la relation à l'autre. Le temps, ainsi, c'est la relation du présent à ce qui l'excède du dehors, et pourrait-on dire à ce qui le précède, à ce qui vient à son encontre, sans jamais qu'il puisse le rejoindre, c'est-à-dire s'y confondre. La relation érotique, en tant qu'elle doit se dire proprement temporalisation, vient ainsi répondre au problème ouvert par l'annonce de la mort. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle est la seule modalité de la relation à autrui où la temporalisation est en jeu, et Lévinas souligne d'ailleurs qu'elle a valeur de prototype. Et c'est le sens de ces dimensions prototypiques que je propose maintenant de questionner, afin de m'acheminer vers ce qui demeure ma question, l'amour est-il une institution ? Pour se mettre en quête du temps, Lévinas nous a proposé de porter attention à une situation concrète, une relation concrète, la relation érotique. De même que la souffrance extrême, rivant le moi à sa passivité, était apparue comme l'expérience dans laquelle la mort ou l'avenir pur s'annonce, expérience donc dans laquelle ce qui ne peut être en jeu d'expérience est aperçu, c'est la relation érotique qui nous a permis d'apercevoir la relation intersubjective en général comme étant elle-même temporalisation. La relation érotique est donc celle qui manifeste l'asymétrie de toute relation intersubjective, asymétrie indissociable d'une diachronie. En effet, dans le temps et l'autre, Lévinas remarque, je le cite, que si la relation avec l'autre dans la civilisation qui est la nôtre comporte plus que des relations avec le mystère, c'est qu'on a abordé l'autre dans la vie courante où sa solitude et son altérité foncière sont déjà voilées par la décence. Ce qui nous indique que le moi et autrui, si l'on saisit ce qui se joue dans leur rencontre en deçà de l'institution symbolique dans laquelle nous vivons, ce que Lévinas dit la civilisation qui est la nôtre, soit les configurations de sens disponibles qui font notre monde quotidien, cette relation à autrui donc n'implique prioritairement et essentiellement aucune réciprocité. Autrui n'est pas toujours déjà un alter ego. Et c'est justement parce que la relation originaire à l'autre est toujours déjà recouverte dans la vie quotidienne par la réciprocité qu'elle fonde, qu'il faut rechercher, je cite Lévinas, dans la vie civilisée, les traces de la relation originelle à l'autre. Question donc de méthode, qui nous amène à porter le regard sur la manière dont Lévinas accomplit ici sa version du zigzag phénoménologique problématisé par Husserl. Là où Husserl nous propose d'osciller entre l'attitude naturelle et la réduction phénoménologique, sens constitué et constitution transcendantale du sens, Lévinas nous propose ici de déceler à même l'attitude naturelle ce qui fait signe vers l'originaire, ce qui, dans le sens institué lui-même, en demeure la trace. L'amour, la relation érotique, c'est ici la situation concrète qui, plus que d'être thématisée pour elle-même, est aussi prise en vue comme trace de la relation du moi à autrui en deçà de toute institution de sens instituant leur réciprocité. L'amour, envisagé ici comme rencontre du masculin et du féminin, rend sensible, manifeste, l'asymétrie de toute relation intersubjective. La relation érotique elle-même étant trace de la relation intersubjective comme asymétrie, la thématisation de la relation érotique joue le rôle, dans l'économie du discours philosophique, d'un prototype où se dessine la structure de toute relation intersubjective. Par ailleurs, en procédant ainsi depuis le point de vue qui est le sien, à savoir celui du masculin, Lévinas se met en mesure de renvoyer l'institution symbolique à ce qu'elle recèle encore de sa base, de ce qui la travaille pour ainsi dire par en dessous. Le mode d'être du féminin, tel qu'il est décrit ici, c'est la fuite devant la lumière, la pudeur. Il ne s'agit pas, disant cela, de dire la féminité dans ce qui serait sa nature, mais le féminin dans son sens, au sein de la civilisation qui est la nôtre. Or, examiner ce sens est l'occasion d'un renvoi de l'institution symbolique à son soubassement phénoménologique ou pré-phénoménologique, éthique. L'approche de la féminité comme mystère est l'occasion donnée d'une situation concrète où continue de se manifester, de transparaître, conservé par l'institution elle-même bien plus que recouvert, conservé en même temps que déplacé, ce qu'il y a de mystère dans autrui, quel qu'il soit. Ou encore,
Si, dans l'institution symbolique qui est la nôtre, le féminin est l'autre par excellence, le même étant le royaume du masculin, accéder à l'altérité se peut le plus sûrement en prenant pour point de départ la relation érotique, l'altérité d'autrui étant décelée dans la féminité, qui est son nom de scène en quelque sorte. La pudeur, symbolique du féminin, nous indique autrui, quel qu'il soit, comme un mystère. C'est pourquoi il me semble que dans ces pages, la relation érotique comme relation du masculin et du féminin est bien envisagée comme une institution de sens. Elle n'est pas la relation originaire elle-même, mais ce qui la fait sourdre, ce qui la recèle et la préserve à même l'institution symbolique, en même temps qu'elle transpose l'altérité de l'autre en altérité du féminin, lui donne une place dans la structure de signification qu'est notre civilisation. Cependant, en disant cela, nous affirmons bien plus que le féminin est une institution de sens, qui est trace de l'altérité qui travaille toute relation à autrui, que l'éros lui-même comme institution. Pour continuer d'examiner cela, à savoir l'hypothèse selon laquelle l'amour comme relation au féminin est une institution, il me faut me tourner vers totalité et infini. Le parcours dessiné dans totalité et infini nous permet de saisir qu'il y a avant la sensibilité, qui est, je cite Lévinas, la façon de la jouissance, avant le contact à l'œuvre dans la relation érotique, avant cela donc il y a le discours. Discours qui, dans totalité et infini, désigne la révélation de l'autre en deçà de son apparition comme phénomène. Le visage, parce qu'il est expression, est attestation de soi à partir de soi, événement en deçà de tout phénomène où autrui se signifie lui-même. Ainsi, dire que le discours précède tout contact sensible avec l'autre, c'est dire immédiatement que la relation au visage précède la relation érotique. Surtout, la relation érotique est institution parce qu'elle requiert qu'ait eu lieu la révélation du visage d'autrui. C'est sur elle qu'elle se fonde. Le surgissement d'autrui dans le visage précède l'amour. Et même lorsque l'amour se met en relation à autrui qui se joue comme besoin, je cite Lévinas, ce besoin présuppose encore l'extériorité totale de l'autre. Dire que la relation érotique est instituée sur la base de la révélation du visage ne signifie cependant pas qu'elle est initiative, tentative de reprendre le pouvoir. L'amour, je cite Lévinas, désigne un mouvement par lequel l'être recherche ce à quoi il se lia avant même d'avoir pris l'initiative de la recherche, et malgré l'extériorité où il le trouve. L'amour apparaît là comme passivité au carré. Si l'amour d'un certain autrui n'est pas de mon initiative, il y a en deçà de cette passivité une autre passivité, plus originaire encore, dans laquelle cet autrui lui-même s'est signifié à moi en avance sur toute anticipation. Et la féminité elle-même, dans totalité et infinie, se dit bien institution de sens. Dans ce texte, la féminité, pensée en dehors de la relation érotique, d'abord à partir de l'intimité de la demeure, désigne autrui lorsqu'il n'est plus seulement celui qui me fait face, mais celui qui m'accueille dans une relation qui, je cite, ne me maintient pas dans le face-à-face où je dois me tenir. Là, la présence de l'autre n'est pas surgissement, effraction, mais au contraire, l'autre se tient au même niveau que moi, il n'est pas dans sa hauteur. Le féminin, dès lors, c'est autrui qui ne m'oblige plus seulement, et la relation au féminin, une relation qui ne se joue plus seulement comme responsabilité pour l'autre. Or, Lévinas souligne, dans la dernière section de Totalité et Infini, que dans la relation érotique, autrui en tant que je l'aime est féminin. Autrui, aimé, prend le sens d'être féminin, non plus seulement parce qu'il est, comme dans l'analyse de la demeure, un autre qui, je cite, ne me révèle pas mon injustice, mais qui m'accueille. Autrui aimé est féminin parce qu'il est le tendre, à savoir à la fois celui qui, visage, est vulnérable et en appelle à ma protection, et en même temps celui qui, ultra-matériel, se montre dans une impudeur qui recouvre sa nudité de visage et se désigne comme l'objet de ma jouissance. Ainsi, c'est le sens de la révélation de l'autre qui se modifie dans la relation érotique, où sur le fond de sa révélation comme visage, autrui se révèle maintenant comme féminin. Le féminin étant dès lors, dans les termes que nous proposons, une institution de sens fondée sur l'altérité comme visage. Institution qui est l'ambiguïté même, dans la mesure où elle ne confirme pas ce qui la fonde, mais semble l'infirmer, ou, selon les mots de Lévinas, aller à rebours. L'aimé, féminin en tant qu'aimé, est celui qui, je cite, s'exhibe dans l'impudeur, défaisant en quelque sorte son visage, l'inversant, pour atteindre, je cite encore, la non-signifiance du lascif. L'aimé renonce en quelque sorte à être l'expression qui m'oblige et m'assigne à ma responsabilité.
Maintenant donc, après avoir envisagé l'amour comme Eros, en tant qu'il est une institution de sens, c'est-à-dire qu'il est fondé sur la révélation du visage, il me faut en venir au dialogue à nouer, nœud proposé par ce colloque, entre Lévinas, dont il était question d'abord, Jankélévitch et Bergson. Or, pour nouer ce dialogue, il me faut commencer par opérer un déplacement de sens. Confronter Lévinas, Bergson et Jankélévitch autour de l'amour, cela impose d'entendre maintenant l'amour non plus comme Eros, mais comme agapé. Le problème que je pose étant dès lors le suivant: peut-on tenter d'identifier l'amour chez Bergson et Jankélévitch, qui opère la fonction d'être fondateur en morale, à la responsabilité pour autrui chez Lévinas? Jankélévitch, lorsqu'il aborde l'amour dans le paradoxe de la morale, l'aborde tout d'abord à partir d'une loi, qu'il dit loi hyperbolique, par laquelle il désigne l'infinie humilité du moi. Et je cite cette phrase que beaucoup ont citée pendant ce colloque: « Tout le monde a des droits sauf moi ». C'est là ce qu'il nomme la survérité de l'amour, rejoignant ici Bergson, pour lequel, dans les deux sources de la morale et de la religion, l'amour inspiré au mystique est de l'ordre d'un sentiment supra-rationnel qui nous transporte d'un bond au-delà du point où s'est arrêtée l'espèce humaine. Amour donc comme fondateur de la morale, opérant en deçà ou hors de toute morale ou justice déjà instituée. Dès lors, si l'on aborde Bergson et Jankélévitch en contrepoint de Lévinas, il semble bien qu'ici, l'amour comme sentiment éthique, élan vers autrui, inspiration, est le statut d'un mouvement originaire à partir duquel, dans l'action menée par le réformateur moral, ou le moi animé par la loi qui définit sa responsabilité infinie à l'égard de l'autre, l'action morale soit rendue possible. Cependant, il me semble qu'il serait bien trop rapide de considérer qu'une analogie est tenable, qui identifierait ou admettrait une parenté entre l'amour, dans la fonction qu'il reçoit chez Bergson et Jankélévitch, et la responsabilité pour autrui, telle qu'elle se dit chez Lévinas. Et cela, même si Lévinas lui-même, par exemple dans l'entretien intitulé « Philosophie, justice et amour », que l'on trouve dans Entre nous, semble identifier la responsabilité illimitée pour autrui à l'amour du prochain, rapprochant dans ce même mouvement la bonté du moi, indissociable de son incondition d'otage, à l'inconditionnalité, la gratuité de l'amour. Je cite Lévinas: « La responsabilité pour le prochain, qui est sans doute le nom sévère de ce que l'on appelle l'amour du prochain, amour sans éros, charité, amour où le moment éthique domine le moment passionnel, amour sans concupiscence. » D'ailleurs, immédiatement, dans la phrase suivante, Lévinas se dédie en quelque sorte et signale le peu d'appétit qu'il a pour le mot d'amour, qui est, selon ses termes, usé et frelaté, qui ne parvient pas à signifier la gravité de l'éthique. Ce pourquoi il préfère parler, je le cite, d'une prise sur soi du destin d'autrui, qui advient comme révélation du visage, de telle sorte que l'amour ne parviendrait pas à dire, à faire entendre la responsabilité pour autrui. Mais plus que cela, si l'amour ne peut dire la responsabilité pour autrui, il ne peut non plus dire la justice, soit cela même que cette responsabilité rend possible. Ainsi, dans l'article « Le moi et la totalité », article de 1954 qui s'intercale donc entre le temps et l'autre et la publication de Totalité infinie, Lévinas insiste sur cela que l'amour est une société à deux, réfractaire à l'universalité, fermée au tiers. La question ici est bien celle du sens de l'amour, du mot même d'amour, qui, originairement et spontanément, d'abord et toujours, désigne l'éros. C'est parce que le sens de l'amour se découvre dans l'éros que Lévinas questionne la justesse même du terme amour pour dire ce qui fonde la justice. Je le cite: « La morale terrestre invite au détour difficile menant vers les tiers, restés en dehors de l'amour. La justice seule donne satisfaction à son besoin de pureté. » Le rapport avec le tiers, parce qu'il signifie le passage au plan politique, ne peut se dire amour du prochain, l'amour signifiant, tel que l'approche ici Lévinas, une relation exclusive, un monde à deux, un retrait hors de la société, parce que l'amour en son sens propre, premier, signifie l'élection d'autrui comme un autrui privilégié au détriment de tous les autres. Sens de l'amour qui ne saurait supporter le passage à la limite par lequel il se ferait amour de tous, se vidant de son sens propre, et amour de tous qui ne dirait pas non plus ce qu'est la justice. Surtout, l'éthique que nous propose de penser Lévinas, parce qu'elle est, pourrait-on dire, une éthique transcendantale, une éthique descriptive, qui tente de signifier comment la relation à l'autre advient le plus originairement comme responsabilité, cette éthique est la description ou la diction de ce qui s'est toujours déjà passé dans un passé immémorial, comme y insiste autrement qu'être. Elle trouve le fondement des morales instituées de la justice et de l'amour comme éros dans le surgissement d'autrui lui-même, du premier venu,
qui affecte le moi dans une passivité plus passive que toute passivité. Elle se met en quête, donc, de ce qui ne peut être en jeu d'expérience. Au contraire, il me semble que l'amour, tel qu'il est thématisé chez Bergson et Jankélévitch, est bien en jeu d'expérience, en même temps qu'il est en jeu de volonté et d'action. Chez Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, le mysticisme dont il est question est, selon les termes de Bergson, un mysticisme agissant. Et Bergson souligne que si l'âme mystique coïncide avec l'élan d'amour, elle est par cela même enjointe à aller enseigner les hommes ce qu'est agir. Et pour Jankélévitch, à ce qu'il me semble, par l'importance qu'il donne à la notion de vertu, l'éthique est bien ici question d'éthos, des intentions que je nourris, de la volonté que je porte, de ce que je fais. C'est toute la question dans le traité des vertus de la charité, qui est, je cite, l'amour transformé en vertu, c'est-à-dire devenu chronique. Et je cite encore, amour qui occupe tous les instants d'une durée continue, bonté en acte. Il s'agit bien là de parler d'un élan d'amour qui, devenu vertu, manière d'être à l'égard d'autrui, est en jeu d'expérience, à contrario de la responsabilité pour le prochain qui m'est toujours déjà échue, d'une interpellation ou d'un appel qui, dans Autrement qu'être, a eu lieu dans un passé immémorial, en deçà de toute assomption. Finalement, c'est donc la question posée qui n'est pas la même. Là où Lévinas se met en quête de devenir sujet du sujet, dans sa sujétion qui est sa responsabilité pour l'autre, Bergson, avec l'amour, pose la question de la création morale, et Jankélévitch se propose de décrire la vie morale dans les modalités qu'elle prend en se heurtant à l'égoïsme, organe-obstacle de la vie éthique. Autrement dit, dans la philosophie de Lévinas, la responsabilité pour l'autre est principe d'individuation. Le moi n'advient comme moi qu'en étant chargé toujours d'avance d'une responsabilité incessible. En cela, ma responsabilité pour autrui et pour tous les autres est événement immémorial de subjectivation, et elle fonde la possibilité même d'un mouvement vers l'autre qui pourrait se dire amour. Je cite Autrement qu'être, l'illéité de l'au-delà de l'être, c'est le fait que sa venue à moi est un départ qui me laisse accomplir un mouvement vers le prochain. La positivité de ce départ, cette diachronie, c'est ma responsabilité pour les autres, ou si l'on veut, le fait qu'ils se montrent dans leur visage. Il est dès lors difficile d'identifier amour et responsabilité pour autrui. Cela parce que l'amour, tel qu'il intervient dans les philosophies de Bergson et de Jankélévitch, à ce qu'il me semble, présuppose le moi, là où chez Lévinas, la responsabilité pour l'autre fait précisément advenir le moi comme moi. L'amour est un mouvement du moi vers l'autre, mouvement extatique de sortir de soi, et Jankélévitch y insiste dans le premier tome du traité des vertus, l'altruisme vise autrui, suppose un sujet qui l'éprouve, l'action altruiste suppose un agent qui l'accomplit. Elle exige un moi qui soit donné d'avance comme moi et se porte au-devant d'autrui. Le mouvement, en quelque sorte, va ici à l'inverse de ce qui est décrit dans la responsabilité pour l'autre. L'amour est mouvement du moi vers autrui, là où, chez Lévinas, en deçà de toute initiative, la révélation du visage vient à mon encontre. Autrui n'est pas rejoint, mais il se révèle, m'assignant à ma responsabilité pour lui. Divergence dans la direction du mouvement, du moi vers autrui ou de l'autre vers moi, qui est visible aussi dans le fait que l'amour dont il est question chez Bergson, cette fois-ci, révélation d'abord faite au mystique, qui coïncide au moins partiellement avec l'élan vital, se transmet par imitation, transmission mimétique ou affective de l'inspiration. Or, l'amour ainsi pensé ne peut aucunement rencontrer la responsabilité pour l'autre, qui d'une part m'échoit immémorialement, en deçà de toute assomption, mais d'autre part et surtout est responsabilité qui advient à chacun, le moi n'étant lui-même singulier, unique et irremplaçable, de ce qu'il est responsable pour tous, otage. Il ne peut y avoir là de sujet, de personne, indépendamment de la responsabilité pour l'autre, qui est bien l'événement de subjectivation. Comment réconcilier alors l'amour et la responsabilité ? La tentation qui serait la mienne serait de dire que Lévinas aborde un événement plus originaire que la relance de l'élan vital dans l'amour. Il envisage l'événement lui-même immémorial qui fait qu'il y a un sens à parler du moi et d'autrui dans leur irréductible asymétrie, en deçà de tout amour dirigé concrètement, c'est-à-dire dans l'action, du moi vers le prochain. En cela, l'amour, plus seulement Eros mais agapé lui-même, serait institué, fondé dans l'effraction de l'autre comme celui qui m'oblige et m'assigne à responsabilité. Pourtant, il me semble aussi qu'une telle articulation, en plus de la violence qu'elle ferait à Bergson et Jankélévitch, demeurerait insatisfaisante aussi sur le plan théorique. La divergence qui me semble irréductible, est de méthode. Elle distingue une phénoménologie radicalement menée par Lévinas d'une ontologie vitaliste ou d'une description de la vie morale. Elle distingue une pensée qui interroge la possibilité même du sens
à partir de la signifiance d'autrui, d'une pensée qui interroge l'être, aussi dynamique et ouvert à la nouveauté qu'il soit. Et s'il fallait tenter encore une fois de les réconcilier, et c'est toujours à la fin que l'on voit ce qu'il fallait probablement faire, il faudrait sûrement aborder, à mon sens, la question de la passibilité qu'ils posent tous comme condition de la morale. Passibilité à autrui chez Lévinas, qui m'interpelle et m'affecte immémorialement. Passibilité à une émotion suprarationnelle chez Bergson, qui est ouverture à la créativité morale. Passibilité chez Jean Kelevitch à la misère de celui que je rencontre, celle-ci éveillant d'ailleurs mon inquiétude et le sentiment en moi d'une dette infinie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Et je ne doute pas qu'il y ait des questions pour toi. Ou pas. Oui, Philippe. Il y a une question. J'étais sensible à ce que vous avez dit au long de votre exposé, très passionnant, et particulièrement la question du statut de l'éros chez Lévinas. Alors en fait, c'est sinon deux questions, du moins une qui s'articule en deux. C'est un passage qui m'a toujours posé bien des problèmes dans Totalité Infinie, le rapport à l'éros. Alors, évidemment, je me dis que votre pensée du féminin comme une institution de sens, c'est probablement, qui à mes yeux, la seule chose qui les sauverait, tellement les difficultés sont. Je me souviens d'un texte de Derrida qui dit que dans toute l'histoire de la philosophie, Totalité Infinie est un texte tout à fait extraordinaire, parce que jamais un texte n'aurait pu être écrit, même un texte comme celui-ci n'aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre que par un homme, c'est-à-dire par Anthropos. Le rapport à l'aimer, c'est le rapport toujours à l'aimer et eux. On regarde le trait de Totalité Infinie, ce n'est que de ça, c'est-à-dire que l'aimer, c'est pas l'aimer et étranger, c'est l'aimer et eux, toujours. Et c'est vraiment de part en part constituant de ce passage, ce qui fait aussi que du coup sa relation à l'éros, j'avoue que je me demande du coup jusqu'où c'est érotique, enfin, dans un sens on comprend pourquoi, et dans un sens ça pose des questions, parce que sa relation à l'éros, elle est de part en part finalisée par la fécondité. C'est là vraiment la pensée accomplie de l'éros. Donc, je ne comprends pas bien du coup, autrement que quand on dit que c'est une institution de sens, parce que je trouve que vraiment ça justifie cela, et du coup ça donne au féminin une autre figure que celle de la femme dans l'opposition à l'homme, celle de la figure sexuée, une identité sexuée qui nous distingue les uns les autres. Mais et ça va très loin chez Lévinas, ça va très loin puisque cette part qui donne au féminin a un écho dans le rapport à la paternité. Alors il est très fondamental de comprendre qu'on n'est jamais père comme on est mère, parce qu'on sur le fond on est père symboliquement. Ça ne fait pas assumer cette symbolique, mais enfin, ne porte pas. Donc, ça fait une grosse et fondamentale différence. Mais c'est tellement important cette symétrie que on est père aussi parce qu'on a un fils en Totalité Infinie. C'est pas une fille. Il ne dit pas aussi radicalement que moi, mais tous les exemples qu'il prend, quand il parle de la paternité, c'est l'accomplissement de la possibilité d'avoir un fils. Alors oui, ça quand même. Et du coup, je me dis que est-ce qu'on passe pas si on dit que le féminin est une institution de sens, au-delà de ces difficultés auxquelles il faut quand même peut-être se confronter. Là, pourquoi l'érotique s'accomplit que dans la fécondité, pourquoi la paternité dans le rapport au fils, et je me dis qu'il y a peut-être des choses extra-philosophiques qui traversent ce discours. Alors, ça implique la seconde question, mais qui, ne soyez pas d'avance accablé, même personne ne pose le problème. Je me demande du coup si une question par exemple que Jean-Luc Marion a pu poser moins, enfin, depuis un certain temps, s'il y a un sens pour cette phénoménologie-là, et pour d'autres éventuels, de distinguer entre Eros et Agathé. D'accord.
Bon, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à vos questions, je suis même sûre de ne pas pouvoir y répondre, mais pour revenir sur ce que vous avez dit en tout premier sur totalité infinie, je suis revenue sur ces passages-là justement parce que lorsque je les ai lus pour la première fois, ça m'a crispée. Parce que je commençais de relire pour la énième fois Le Temps et l'autre en ayant enfin l'impression de comprendre ce qu'était le moi dans l'hypostase et en ayant l'impression que ça me parlait de moi. Et arrive le moment où l'autre c'est le féminin et là on se demande ce qui se passe. Et du coup je pense que j'avais pas compris ce que désignait Lévinas au sens où il me semble bien que la féminité là, et encore c'est différent entre le temps et l'autre et totalité infinie, dans le temps et l'autre on a bien l'idée que la différence sexuelle manifeste une asymétrie, qu'elle permet de déceler l'asymétrie de la relation à autrui. Donc ça, oui, mais dans totalité infinie, c'est bien une question d'institution de sens, dans la mesure où finalement l'autre aimé est bien toujours féminin parce que le féminin c'est ce qui vient modifier le sens du visage et qui fait qu'on peut être dans une relation d'intimité qui n'est pas exclusivement relation de responsabilité. Donc ma question c'est pourquoi il a besoin de l'énoncer dans ces termes-là et pourquoi il ne le dit pas aussi comme vous le dites. Jean-Michel, tu as ajouté quelque chose? Oui, non, je voudrais intervenir parce que bon, là on tombe dans une discussion surcodée, interminable et récurrente. Je voudrais juste témoigner d'une toute autre lecture de ce passage. Premièrement, je ne lis pas du tout dans la phénoménologie de l'Éros quelque chose qui subordonnerait l'Éros à la fécondité. Ça, c'est effectivement l'enseignement de l'humanité, que tout acte sexuel doit être ouvert sur la procréation. C'est pas le même discours. Au contraire, moi, ce qui me frappe dans la phénoménologie de l'Éros, c'est l'espèce de validation phénoménologique de notre entrée sur l'érotique qui est de l'ordre de la pornographie. Je trouve que tout le passage manifeste ça, qu'on est dans une espèce de jouissance de l'autre, qui effectivement déchoit l'autre de sa stature classiquement subjective, même si c'est compliqué par le fait que l'éthique est toujours là malgré tout. Mais une des grandes originalités de ce texte, à mon avis, c'est de ne pas tricher avec le pornographique, ce que j'appelle le pornographique presque par défi, mais parce que je trouve que c'est ça qui est de nouveau chez Lévinas, qui d'une manière générale nous ramène au terre-à-terre de l'humanité dans tous ses écrits. Et j'ajoute maintenant autre chose, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, je soutiens, moi, que l'analyse est parfaitement symétrisable. Je ne crois pas à une surnaturalité, à un caractère éthéré, sage, spirituel des femmes, qui ferait que pour les femmes ce serait différent. Je pense que c'est transposable. Je pense que tout ce que raconte Lévinas sur cette pornographie du désir et de l'éros est partagé. Merci Jean-Michel. Tu veux ajouter quelque non, chose? je sais pas. Non, je sais pas quoi dire. Donc, est-ce qu'il y a une autre question pour Anne? Oui, Maëlle. Juste une toute petite chose sur le sujet. Je pense que ce passage peut être grandement suivi par l'analyse de Rosenzweig du quantique des quantiques dans l'école de la rédemption. Juste développer ici, mais c'est pas du tout. Merci Maëlle. Oui? Je veux juste proposer de donner des termes à des rapports asymétriques. C'est la trace anarchique du moi, comment en fait de l'essence avec, on pourrait le mettre peut-être en rapport avec la trace de trou et l'analyse de la honte et le rapport à l'analyse de la pudeur. je suis pas sûre c'est pas vraiment une question de comprendre la question. Je sais pas. C'était une remarque plus qu'une question, c'est ça? Mais si vous avez un commentaire. Je sais pas, je suis pas sûre Je sais pas si parce que cette trace anarchique du moi, vous n'avez pas mentionné tout à l'heure. Trace anarchique du moi? Oui, dans votre commentaire. Bon. Et j'ai pensé parce que vous avez mentionné la trace de l'autre, oui. Par rapport au mot, plus simplement la trace. Mm-hmm. Donc, vous avez le comparer.
D'accord. Mais là, oui, voilà, c'est ça. Là je sais pas. Quoi. Alors, on a une question de monsieur. La question, c'est plutôt un constat. Le temps nous manque pour le démontrer. Et je pense que les questions autour desquelles tourne le débat depuis la fin de votre exposé ont déjà été traitées par Freud dans Fragment d'une analyse d'hystérie en 1895. C'est une manière de lire Freud et c'est une manière de lire Lévinas. C'est une façon de lire, c'est intéressant de lire aussi. Certes. On fera une autre chose sur Freud, mais là, c'est pas la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Lévinas et l'exposé de Anne? Oui. Une question toute simple, est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec Schopenhauer? Non. Il manquait Schopenhauer. Je pense non, pas du tout. Je dirais non, pas du tout, parce que dans la métaphysique de l'amour de Schopenhauer, l'amour a à voir avec le mouvement de la volonté. On n'est pas du tout dans une relation de sens. Là, on est dans la question d'une relation de sens et du sens de la relation. Enfin, on n'est pas sur le même plan du tout que chez Schopenhauer. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non? Alors, je vous propose des...